Alors, voici la présentation du jeu Malifaux, qui est un jeu d'escramouche en 28 mm, donc qui est avec une thématique plutôt western horror, qui utilise un système d'activation alterné. Donc, lors de votre tour, vous allez activer une figurine, utiliser tous ses points d'action, et ensuite passer la main au joueur adverse qui va activer une de ses figurines et effectuer ses actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les figurines aient été activées. Les mesures se font en pouces, comme c'est un jeu anglo-saxon. Vous pouvez prémesurer, donc pas besoin de déclarer votre action avant de voir si vous êtes à portée. Vous pouvez mesurer les portées à tout moment. L'une des particularités du jeu est d'utiliser des cartes pour tout ce qui est hasard. Donc il n'y a pas de jet de dés, vous tirez une carte, et la valeur indiquée vous permet de savoir si oui ou non l'action est un succès. Vous avez la couleur qui est utilisée pour déclencher des effets si l'action est un succès. Et la carte est aussi employée pour tout ce qui est dégâts, donc vous faites un tirage pour toucher et un tirage pour savoir combien de dégâts vous faites. La valeur est utilisée, mais vous avez un petit résumé ici, weak, moderate ou severe, pour savoir combien de dégâts vous faites. L'autre particularité aussi de Malifaux est d'utiliser des soulstones. Les soulstones servent à la fois pour acheter vos figurines et améliorations, mais aussi pour faire des effets en jeu, donc des bonus qui peuvent être bénéfiques pour vous. Donc, au début de la partie, vous vous mettez d'accord avec votre adversaire pour savoir combien de soulstones vous allez employer. Vous faites les achats, et tout ce qui reste comme soulstone peut être mis dans le cache. Le cache, vous ne pouvez pas avoir plus de 7 soulstones dans votre cache. Les masters et les henchmen, lorsqu'ils sont déclarés comme leaders, n'ont pas de coût, donc sont intégrés dans votre armée gratuitement en gros, mais apportent un cache. Ce cache-là s'ajoute à celui que vous avez mis déjà de côté avec l'achat de vos figurines. Si par exemple j'ai un master qui m'amène 3 soulstones de cache, c'est 3 soulstones qui seront ajoutés à mon pool, et comme je ne peux pas en avoir plus de 7, je ne pourrais pas avoir 4 soulstones issus de l'achat de l'armée mis dans le cache. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces soulstones? En partie, on peut, lors d'un test, si on sent que ça va être un peu difficile, cramer une soulstone dès le départ pour avoir un flip positif. Un flip positif, c'est je prends 2 cartes et je choisis celle que je veux. Donc là, je vais choisir la plus grande. Je ne suis pas obligé de prendre forcément la plus grande. Je peux très bien choisir une valeur un peu plus petite, mais qui me permettra de passer mon test, mais qui a une couleur qui m'intéresse pour déclencher un effet. Ça permet aussi d'avoir, par exemple, lorsque vous avez une bonne valeur, mais que la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez cramer un soulstone pour ajouter une couleur qui vous intéresse. Là, j'ai un bélier, et il me faudrait des plumes. Je crame une soulstone pour avoir le bélier et les plumes. Ça me permet d'avoir une bonne valeur et la couleur qui pourrait déclencher un effet. Vous pouvez aussi utiliser une soulstone sur votre master ou watchman, cramer une soulstone lorsqu'il prend des dégâts pour prévenir ces dégâts. Donc vous faites un tirage, et en fonction de la valeur indiquée par la carte, vous allez prévenir plus ou moins de dégâts. Donc ça permet de sauvegarder, enfin de sauver votre leader s'il devait prendre des dégâts trop importants qui risquaient de le tuer ou de l'affaiblir. En tout cas de le fragiliser. Voici quelques utilisations de soulstone. Alors un tour de jeu se déroule comment? La première phase, c'est tout ce qui est lié aux cartes. Donc lors du premier tour, vous n'avez pas de carte en main, vous tirez donc 6 cartes. 6 cartes, c'est la main habituelle. Vous pouvez augmenter votre main au cours de partie, mais en début de première phase de jeu, vous ne pouvez avoir que 6 cartes. Une fois que c'est fait, vous pouvez là cramer une soulstone pour tirer 2 cartes et défausser jusqu'à revenir à une main de 6 cartes. Donc là c'est le premier tour, vous n'avez pas de carte en main, donc vous faites votre main. Tour d'après, première chose que vous faites maintenant, c'est prendre la défausse et la mélanger dans votre deck. Puis vous pouvez défausser des cartes que vous avez en main. Donc en cours de partie, vous pouvez vous allez avoir l'opportunité aussi d'utiliser des cartes, donc les défausser pour tricher par exemple ou déclencher certains effets de jeu. Donc là, ces cartes là que je viens de défausser ne sont pas mises dans le deck tout de suite, elles seront mises lors de la phase prochaine du tour d'après. Et là, je recomplète ma main pour avoir 6 cartes. Toujours pareil, la possibilité de cramer une soulstone pour tirer 2 cartes.
Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase 2, qui est la phase d'initiative. Donc là, on fait un tirage, on prend une carte. Le joueur adverse fait la même chose, et celui qui a la plus haute valeur décide qui va commencer à activer les figurines. Là, vous avez aussi la possibilité de cramer une soulstone pour faire un tirage, et on utilise la nouvelle carte tirée. Donc là, c'est pas très avantageux, on a la même chose, mais ça permet d'avoir une chance supplémentaire de récupérer l'initiative si vraiment vous en avez besoin. Une fois que c'est fait, que l'initiative a été donnée et qu'on sait qui va commencer à activer, c'est la phase d'activation. Donc on choisit une figurine, on l'active en utilisant ses points d'action pour se déplacer, à faire des attaques ou des actions tactiques, ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont activé leur figurine, on passe à la dernière phase, la phase numéro 4, qui est la phase de fin de jeu. Donc en premier lieu, on fait tous les effets persistants en jeu, comme le poison, qui vous inflige 1 point de dégâts à chaque fin de tour. Vous avez d'autres facteurs qui peuvent aussi avoir lieu pendant les effets persistants. Ensuite, on vérifie les points de victoire. Donc en fonction des objectifs, vous avez des objectifs à prendre en compte pour marquer les points de victoire. Donc vous vérifiez si vous pouvez marquer ou non des points de victoire. Si c'est le cas, vous le notez quelque part, vous le mettez de côté. Et en fin de partie, ça permettra de savoir qui a gagné. Et dernière chose à faire en phase 4, c'est de déterminer si c'est la fin de la partie ou pas. Donc c'est pas obligatoirement à un tour donné, ça peut se prolonger. Donc à la fin du tour 5, donc minimum de tours c'est 5 tours, vous faites un tirage, et si la carte est supérieure à 10, on continue. Donc là j'ai fait un 11, le tour de jeu ça ne termine pas au tour 5, mais se prolonge avec un tour 6, pendant lequel on fait un nouveau tirage, et si cette fois la carte, au lieu d'un 10+, vous aurez besoin d'un 11+. Donc là, j'ai fait un 5, la partie se termine au tour 6. Si j'avais fait un 11+, on aurait continué avec un 7ème tour. Cette fois-ci, à la fin du tour 7, j'aurais dû avoir un 12+, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tirage soit inférieur à la valeur demandée. Donc la valeur demandée qui prend +1 à chaque tour qui se passe. Une fois que la fin de partie est arrivée, on vérifie les points de victoire. Celui qui en a le plus gagne la partie. Alors voici la présentation d'une carte de Malifaux. Donc vous avez en haut le nom de la figurine. À gauche, en haut à gauche, sa faction. Donc là c'est un Everborn. Ici, un bloc de traits. Donc si la figurine est vivante, rare, si c'est un Master ou un Henchman, ou si c'est un Peon, ou alors des traits qui peuvent être aussi effets de déclencheur pour certaines actions. Et en haut à droite, vous avez le coup ou le cache. Donc là, c'est une figurine un peu particulière, elle a les deux. Mais sinon, vous avez en général qu'une seule valeur. Donc pour les Masters, c'est un cache. La figurine arrive gratuitement en jeu. Il ne coûte pas de Soulstone pour être mise en jeu, mais elle vous apporte des Soulstones pour être mis dans votre cache. Ou vous avez un coup. Donc là, c'est une figurine que vous achetez pour mettre dans votre armée. Et vous retirez le nombre de Soulstones de votre pool indiqué ici. Donc là, je retire 3 Soulstones pour chaque Cherub que je souhaite mettre en jeu. Donc là, vous avez une figurine un peu particulière, elle a les deux. Donc, vous pouvez choisir soit de l'utiliser en Henchman et en Leader. Du coup, elle arrive gratuitement et vous utilisez le cache. Donc elle porte 3 Soulstones dans votre cache pour être utilisée en jeu. Ou alors vous payez son coût, donc qui est de 10, et vous l'utilisez en figurine individuelle. Ça reste un Henchman, mais ce n'est pas le leader de votre armée. Si vous avez par exemple un Master qui va être le leader, il aura un coût en cache, et vous pouvez acheter Barbaros en tant que figurine individuelle. Ou alors ne pas avoir de Master du tout et utiliser le Barbaros en tant que leader, en utilisant son cache. Ensuite, vous avez le bloc de caractéristiques, donc à gauche la défense, donc pour tout ce qui est défense contre des attaques un peu classiques ou certains sorts. Le Willpower pour résister à la terreur ou certaines attaques qui ciblent spécifiquement le Willpower. Le Wound, donc c'est le nombre de points de vie, récapitulé ici en
en petites pastilles que vous allez pouvoir cocher lorsque vous en perdez. Le walk, donc pour chaque point d'action, je me déplace de 4 pouces. La charge, donc là c'est 2 points d'action et je me déplace de ma distance de charge. Et si j'arrive en engagement, j'ai un bonus. Et la hauteur, donc là c'est plus pour les lignes de vue, c'est savoir si la figurine est plus haute qu'un élément de décor ou pas. Un élément de décor à qui on aura donné une hauteur. Après vous avez ces capacités. Donc les capacités sont en général plutôt passives ou ce sont des déclencheurs. Donc les capacités passives, elles sont toujours là en jeu, il n'y a pas besoin de les activer, donc pas de problème. Tout ce qui est déclencheur, vous avez sur quoi elle se déclenche, donc là c'est sur un test de défense. Avec quelle couleur elle se déclenche, donc là si sur mon tirage, sur ma défense, j'ai un masque, eh bien la capacité, enfin le déclencheur, s'active. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est attaque, donc le bloc qui est au-dessus, avec le coup en point d'action, le nom, le type d'attaque, si c'est une attaque de mêlée, de tir ou de sort, la valeur de base qu'elle ajoute, éventuellement une couleur, donc là ça veut dire que j'ai gratuitement une couleur masque ajoutée sur mon jet, sur mon tirage, donc chaque fois que j'utilise cette action, je vais forcément déclencher au moins une fois la capacité spéciale, ce que je cible chez l'adversaire, donc je cible sa défense, la portée, donc de 2 pouces, et les dégâts éventuels subis par la figurine, ainsi que les effets supplémentaires. Donc là j'ai un 2, 3, 4, ce qui veut dire que lorsque je fais mon tirage de dégâts, si j'obtiens un weak, je m'infligerai 2 points de dégâts, un moderate, 3 points de dégâts, un sévère, 4 points de dégâts. Là vous avez la capacité spéciale qui se déclenche lorsque j'ai un masque. Donc de base, si je réussis mon action, j'ai un masque gratuit, donc je déclenche cette capacité. Si j'obtiens un masque supplémentaire sur mon tirage, sur ma carte, je le déclencherai une deuxième fois. Donc là une autre attaque qui coûte 2 points d'action. Et les actions tactiques qui sont un peu moins offensives, qui peuvent cibler des figurines, mais qui sont plus des boosts ou des effets en jeu. Donc elles ont aussi un coût, et éventuellement un jet à faire. Donc là elle coûte 0, ce qui veut dire qu'elle est gratuite. On ne peut en utiliser lors de son activation qu'une seule action gratuite. Donc là si j'avais 3 actions à 0, je ne pourrais en choisir qu'une seule à activer pendant mon activation. Donc on a d'autres cartes, par exemple, voilà, qui ont encore un coût à 0 et un coût à 0. Une en action et une en action d'attaque et une en action tactique. Je ne pourrais effectuer qu'une seule des deux, malgré que ce soit 2 types d'actions différents. Et là, voilà, un petit exemple d'action tactique avec un effet appliqué. Donc là, c'est un sort, CA, c'est un sort, avec une valeur donnée de 6, une couleur qui est donnée, une valeur cible, donc là, elle peut dépendre de certaines choses, et la portée qui est de 10. Voilà pour tout ce qui est carte de figurines. Vous avez aussi tout ce qui est carte d'augmentation. Donc les cartes d'augmentation, vous avez en haut le nom de cette carte, le coût en Soulstone, les effets qui s'appliquent à cette carte. Donc vous donnez la carte à une figurine, ça lui donne des effets supplémentaires. La faction et la restriction. Donc là je peux donner cette carte, je peux l'acheter et la donner qu'à une figurine rare. On peut aussi avoir des restrictions comme un master ou un henchman, ou une rare. Donc je peux donner cette carte-là qu'à un master, un henchman ou une rare. Et pour tout ce qui est carte de tirage, donc vous avez, comme déjà dit, avec la valeur, la couleur et le petit résumé pour les dégâts subis, mais aussi des jokers. Donc le joker rouge est une bénédiction, le joker noir est une malédiction. Donc lorsque vous tirez un joker, que ce soit lorsque un jet pour toucher ou un dégât, vous êtes obligé de choisir le joker. Le joker, lorsque c'est pour essayer de toucher, il a une valeur de 0, pure.
Donc vous êtes obligé de le choisir, et valeur de 0. C'est plutôt désagréable. Lorsque vous le tirez sur un jet de dégâts, ça veut dire que l'attaque n'inflige aucun dégât. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les éventuelles hautes cartes, c'est 0 dégâts. Donc c'est plutôt quelque chose de pas très bon lorsque vous le tirez. Le joker rouge, par contre, est beaucoup mieux. Il a une valeur de base de 14. Et en plus, il a une couleur que vous choisissez. Donc vous choisissez parmi les 4 couleurs disponibles. Plutôt pas mal pour tout ce qui est jet pour toucher. Mais en dégâts aussi, il est pas mal. Si vous le tirez pendant les dégâts, vous infligez en dégâts l'équivalent d'une sévère et d'une weak. Donc c'est pas sévère ou weak, c'est j'inflige les dégâts sévères et les dégâts weak, je les ajoute. Le tout. Vraiment le tout. Donc c'est quelque chose qui peut détruire une figurine en un seul coup lorsque vous la tirez sur les dégâts. On va voir pour les duels comment ça se passe. Alors il y a deux types de duels, les duels simples et les duels opposés. Duel simple, c'est tout ce qui est action tactique, test de terreur, c'est tout ce qui nécessite en fait d'atteindre une valeur cible. Le duel opposé, c'est plus les duels qui impliquent une figurine adverse. Donc je cible une figurine adverse, j'essaie de lui infliger des dégâts ou un effet de jeu, et donc les deux joueurs vont faire un tirage de cartes pour savoir si oui ou non l'action est un succès. Donc un duel simple, comment ça marche? On fait un tirage, et on va voir grâce à ça si oui ou non c'est un succès. Donc pour toutes les figurines, c'est une seule carte, mais les masters et les henchmen peuvent utiliser une soulstone pour avoir un flip positif. Flip positif, à la place d'une carte, je tire deux cartes et je choisis celle que je veux utiliser. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser la plus grosse valeur. Je choisis vraiment. Ça peut avoir un intérêt par rapport à la couleur des cartes. Les flips négatifs, c'est la même chose, c'est qu'on tire plus de cartes aussi, mais au lieu de choisir la carte qu'on veut, on choisira forcément la plus petite valeur. Donc là, si j'avais fait ce tirage-là avec un flip négatif, je devrais utiliser le 2. Les flips positifs et les flips négatifs s'annulent. Je reviendrai un peu plus tard dessus. Donc là, je fais mon tirage simple. C'était une figurine standard, donc je ne peux pas utiliser le stone, donc je fais ma valeur simple. J'ajoute la valeur de ma carte à la valeur donnée par l'action, donc qui est de 5. Et je regarde si j'atteins la valeur cible. Donc là, 5 plus 2, ça fait 7. Je suis en dessous de ma valeur cible. Donc, je risque d'échouer. Si c'est le cas, je peux décider de tricher. Donc là, hop, je décide de tricher avec un 8. Ce qui fait que j'ajoute mon 8 à mon 5, ça me donne 13. Je suis au-dessus de la valeur cible. Mon action va être un succès. Donc là, je remplace la carte du tirage par la carte issue de ma main. C'est ce qu'on appelle tricher. Une fois que c'est fait, on regarde s'il y a un effet qui peut se déclencher. Donc certains effets nécessitent déjà la bonne couleur pour se déclencher et le disent quand l'effet va se déclencher. Si je le déclenche après que mon action ait été un succès, après que ce soit un échec, ou après que ce soit un échec ou un succès, on s'en fout, il est déclenché. Une fois que la couleur, l'effet lié à la couleur a été déclenché, donc c'est tout ce qui est donné par exemple hop, sur cette attaque avec le petit masque. Si j'ai un masque sur ma carte, je vais pouvoir déclencher cet effet. Une fois que c'est fait, donc on ajoute les deux valeurs et on vérifie si oui ou non l'action est un succès. Si c'est un succès, on applique les effets. Donc là, c'est tout ce qui est noté ici. Si c'est un échec, eh bien, j'ai perdu mon duel. Et rien ne se passe. Les duels en opposé fonctionnent un peu comme les duels simples. Donc, chaque joueur, par contre, cette fois, va faire un tirage. Si un des joueurs a... on va pas prendre le joker. Si un des joueurs a l'opportunité d'utiliser une soulstone parce que l'action est issue d'un master ou d'un henchman, ou cible un master ou un henchman, le joueur qui a possibilité de cramer une soulstone le déclare avant de faire le tirage, et en commençant par le joueur qui défend. Donc là, on va dire que c'est deux figurines qui ne peuvent pas utiliser de soulstone. Donc on fait un tirage simple, on ajoute la valeur
de l'attaque, qui est donné ici à la valeur de la carte, donc 6 plus 2 ça fait 8. On vérifie par rapport à la défense de l'adversaire, donc l'adversaire prend sa défense et ajoute la valeur de sa carte. Donc là, si on avait ciblé cette carte-là, 5 plus 10, ça fait 15. L'action de l'attaquant, la valeur de l'attaquant est inférieure à celle du défenseur, l'attaque n'a pas lieu, elle échoue. Mais, comme je suis attaquant, j'ai la possibilité de tricher. Ma valeur est inférieure, je peux tricher. Je peux, par exemple, mettre un 13 pour dépasser la valeur de défense de mon adversaire. Donc là, j'atteins 6 plus 13, 19, contre un 15 de mon adversaire. L'attaque passe. L'adversaire peut lui aussi tricher. Est-ce que 5, 6, 7 ? Non. Là, malheureusement, ma main ne me permet pas. Mais il aurait l'opportunité de tricher pour augmenter sa valeur afin que l'attaque de l'adversaire soit un échec. Donc, on flippe une carte. On vérifie si oui ou non on peut... on vérifie si l'attaque va passer ou pas. Celui qui a la plus petite valeur peut à ce moment tricher. L'autre peut à son tour aussi tricher. Et une fois que tout le monde a eu l'opportunité de tricher, qu'il le fasse ou pas, on regarde s'il y a des effets qui se déclenchent suite à une couleur. Donc là c'est pareil, c'est l'effet déclenché qui nous indique si, quand on peut le faire. Donc là c'est après avoir tué la cible, donc là je ne peux pas le déclencher tout de suite. Une fois que c'est fait, on résout l'attaque. Donc l'attaque qui sera donnée, là, la cible subit 2, 3, 4 dommages. Alors les dégâts c'est en fonction du tirage de cartes suivant qui utilise donc hop, ça. Donc si je fais un weak avec cette attaque, je vais infliger 2 dégâts. Si je fais un moderate, 3 dégâts. Si je fais un sévère, je vais infliger 4 dégâts. Voilà comment se passent les duels. Alors, qu'est-il possible de faire avec tous ces points d'action? Donc je rappelle, les masters ont 3 points d'action et les autres figurines ont 2 points d'action, y compris les henchmen. Donc vous pouvez déjà vous déplacer. Donc Colette a une capacité de walk de 5, donc pour chaque point d'action, elle va se déplacer de 5 pouces. Les figurines ne peuvent pas se traverser, qu'elles soient amies ou ennemies. Lorsque vous vous déplacez sur un terrain difficile, vous divisez votre distance de déplacement par 2. Donc si vous avez 5 de déplacement, vous devrez vous déplacer de 2,5. Pour chaque inch en vertical, vous devez le multiplier par 2. Donc si j'ai un étage de 2 pouces que je veux, sur lequel je veux monter, je devrais déplacer 4 pouces. Je peux aussi chuter. Pour chaque pouce supplémentaire au-delà de 2, je perdrai 1 point de vie par pouce. Donc si je chute de 3 pouces, je perdrai 1 point de vie. Je peux aussi être engagé suite à un déplacement. Donc les déplacements, lorsque j'arrive dans la surface d'engagement d'une figurine, donc qui est notée sur les valeurs d'attaque, là par exemple, une valeur de 1, si j'arrive à 1 pouce d'une figurine, je suis engagé. Je ne pourrai me déplacer que dans cette portée d'engagement. Et si je veux en sortir, l'aide figurine adverse pourra effectuer une attaque. Si elle réussit, elle ne m'infligera pas des dégâts, mais je ne pourrai pas sortir. Donc le désengagement est impossible si la figurine adverse réussit son jet d'attaque. Je peux être aussi poussé. Donc ça c'est un effet de jeu. Pousser c'est hors déplacement. Donc je peux sortir d'une zone d'engagement avec l'effet poussé sans subir l'attaque de désengagement. Dans ce cas, je suis déplacé d'un certain nombre de pouces indiqués par l'effet.
dans une direction choisie, ou alors strictement à l'opposé, ou strictement vers une figurine. Je peux aussi être enterré. Donc enterré, je retire ma figurine, je la mets hors jeu. Les effets conditions comme brûler ou poison continuent à appliquer les effets. Par contre, je ne peux plus être ciblé, je ne peux plus être la cible d'effet. Lorsque je reviens, lorsque je suis déterré, je suis replacé dans la zone de déploiement du joueur qui la possède. Et ceci où je veux dans ma zone de déploiement. Ensuite, je peux effectuer des actions tactiques. Donc là, c'est soit des actions tactiques automatiques, soit avec duel simple. Je peux faire des actions d'attaque. Là, c'est par duel opposé. Donc, je fais mon duel en opposé. Ça va être tout ce qui est attaque de mêlée, attaque de distance ou attaque à portée. Attaque magique. Donc tout ce qui est attaque de mêlée, ça va être dans la portée de ma zone d'engagement. Attaque à distance, c'est tout ce qui est arme à feu et autres. C'est dans la ligne de vue et à portée. Tout ce qui est couvert seront appliqués aux attaques à distance. Et si j'ai une figurine qui a moins de 2 pouces de ma cible, il faudra que je fasse un jet d'aléatoire pour savoir qui je vais toucher en fait. C'est pas automatique, donc il y a toujours un risque de toucher d'autres figurines avec les attaques à distance. Pour les attaques magiques, elles fonctionnent comme pour les attaques à distance pour ce qui est la portée et la ligne de vue, mais les attaques magiques ne souffrent jamais de couvert ou n'obligent jamais une aléatoire pour savoir qui je vais toucher. Je touche forcément ma cible et quel que soit le couvert. Lorsque j'attaque, je peux le faire soit suite à un déplacement et j'attaque ensuite si je suis à portée d'engagement, ou alors je peux charger pour 2 points d'action. J'arrive engagé et j'ai 2 attaques gratuites qui me coûtent 1 point d'action chacune. Donc je peux faire 2 attaques qui me coûtent 1. Je peux me mettre en défense, donc je défausse une carte, je dépense 1 ou plusieurs points d'action, et pour chaque point d'action dépensé, j'aurai un flip positif sur un bonus sur mon jet de défense. Donc si j'ai défaussé une carte, j'ai dépensé un point d'action, au lieu de tirer une carte, j'en tirerai 2, et je choisirai celle que je veux. Je peux me mettre en focus, donc je dépense un point d'action, et pour mon prochain jet, j'aurai un flip positif pour pouvoir toucher. Donc là, pareil, une carte de plus. Je peux interagir. Donc interagir, c'est interagir avec certains marqueurs, notamment ceux qui apportent des points de victoire. Donc je dépense un point et j'interagis, donc soit je le retire, soit je le redéplace, soit je gagne des points de victoire. Je peux aussi lancer des effets de terreur ou être victime d'effets de terreur. Dans ce cas-là, c'est un jet de duel simple contre la cible de la terreur. Si je la réussis, c'est nickel, rien ne se passe. Si je le loupe, je suis paralysé. C'est-à-dire que si c'était pendant mon tour, je perds tous mes points d'action et je ne pourrais plus agir jusqu'à ma prochaine activation, donc le tour prochain. Si c'est en dehors de mon tour, à ma prochaine activation, je ne perdrai tous mes points d'activation et je n'en regagnerai que à l'activation suivante. Donc ça me fait perdre une activation complète. Il existe aussi différents types de marqueurs. Donc les marqueurs de schéma qui sont liés à des objectifs, donc un moyen de gagner des points de victoire, mais qui peuvent être aussi utilisés pour des effets en jeu. Les marqueurs corps, donc ça c'est lorsque je tue, lorsqu'une figurine vivante est tuée, elle peut lâcher un marqueur corps. Les marqueurs corps, je les récupère et je peux faire des effets avec. Donc c'est indiqué par la carte de figurine. Les marqueurs scrap, donc c'est les marqueurs déchets. Là c'est la même chose que pour les marqueurs corps, mais ce sont lâchés par des figurines du type construct. Vous avez aussi des effets d'aura. Donc c'est un effet continu et qui a une zone d'effet autour de ma figurine. Et
tout ce qui vient autour dans cette zone d'aura est affecté par cet effet. Il y a le blast aussi qui existe. Donc lorsque je fais une attaque ou une action tactique et qu'il y a un effet de blast, c'est un gabarit de 5 mm qui est placé et tout ce qui est au-dessous est touché. Et c'est un gabarit placé en fait. Vous avez le pulse. Le pulse, c'est des pulsations. Ça marche un peu comme les auras, sauf que c'est une pulsation qui est activée. L'aura, c'est tout le temps actif. La pulsation, je fais mon action et tout ce qui est dans la zone de la pulsation est affecté. Je peux aussi sacrifier des figurines. Donc là, je sacrifie mes figurines. Tous les effets qui disent tuer ou enterrer et autres ne l'affectent pas. Là, le sacrifice, c'est automatique. Je retire la figurine et je fais les effets liés au sacrifice. Ça n'active pas tout ce qui est déclencheur lié à une figurine tuée. Je peux aussi summon des figurines, donc notamment des senshin comme ils sont là, des esprits ou des démons qui arrivent en jeu dans la zone d'effet de l'action qui a summon cette figurine là, et elle a la condition slow. Slow, ça veut dire que lors de son activation, je peux l'activer pendant le tour en cours de son arrivée. Le slow, ça lui retire un point d'action. Donc, une figurine de base qui a 2 points d'action, lorsqu'elle est summonée, elle a qu'un point d'action pour ce tour. Vous avez aussi quelques petits effets, notamment pour tout ce qui est blessure. Donc, une fois qu'on a touché quelqu'un, on fait le jet en duel opposé avec l'adversaire, et on fait la différence entre les deux totales. Donc, si j'ai une différence de 0, c'est-à-dire que j'ai fait la même chose que le jet de l'adversaire, je ferai un jet de dégâts avec un flip négatif de 2 cartes. C'est-à-dire que lorsque je vais faire mes dégâts, au lieu de tirer une carte et d'appliquer les effets de cette carte, je vais devoir tirer 2 cartes de plus et je prendrai l'effet les plus faibles. Donc là j'ai un sévère et un moderate. Je devrais infliger des dégâts moderate contre cette figurine. Si j'ai un différentiel de 1 à 5, j'ai un flip négatif. Donc au lieu de tirer ma carte standard, je vais tirer 2 cartes. Normalement, je devrais choisir la plus faible, donc la weak. Mais j'ai tiré un joker, ça tombe bien, le joker l'emporte. J'appliquerai des sévères plus une weak contre la figurine adverse. Dans ce cas de figure-là, j'ai 2 weak, ça ne change rien. J'aurai un moderate et un weak. Je serai obligé de choisir la weak. Si je fais un résultat entre 6 et 10, rien ne se passe, pas de malus, pas de bonus. Je tire juste une carte et j'applique les effets. Si je suis au-dessus de 11, ce qui est assez rare en soi, je tire 2 cartes et je prends la plus grande. Là j'ai 2 weak, donc forcément la weak. Mais si j'avais ce cas de figure là, weak, moderate, je choisis moderate et j'applique les dégâts moderate. Les masters et les henchmen, tous ceux qui sont capables en fait de cramer des soulstones, peuvent prévenir ces dégâts. Donc quand ils préviennent, ils crament une soulstone, ils tirent une carte, et en fonction de la valeur de la carte, je préviens un certain nombre de dégâts. Si je tire un joker noir, je préviens aucun dégât. Si je tire une valeur entre 1 et 5, je préviens un dégât. De 6 à 10, 2 dégâts. De 11 à 13, je préviens 3 dégâts. Et si je tire un joker rouge, je préviens tous les dégâts de cette attaque. Donc comment fonctionnent les lignes de vue? Donc les lignes de vue se tracent de socle à socle. Toutes les lignes sont traçables, il y a une ligne de vue parfaite, pas de problème. S'il y a une ligne de vue qui est coupée,
il y a quand même ligne de vue, on peut tirer sur la figurine, mais il peut y avoir des effets de couvert. Donc une figurine ne donne pas des effets de couvert. Par contre, dans ce cas de figure, donc, hop, une ligne de vue traçable, mais une des lignes de vue est coupée par le couvert s'applique, il y a des flips négatifs qui s'appliquent sur les jets. Donc si c'est un couvert léger, comme bois et autres, c'est un flip négatif sur le jet pour toucher. Si c'est un couvert lourd, type rocher et autres, c'est un flip négatif sur le pour toucher et un flip négatif sur les dégâts. Si on a une figurine qui coupe une ligne de vue, pas de problème, ligne de vue. Par contre, s'il y a une figurine ou un élément de décor qui coupe toutes les lignes de vue sur la figurine, il n'y a pas de ligne de vue. Et donc, la figurine ne peut pas être ciblée. Dernière chose, tout ce qui est création de rencontres, de parties. Donc il y a deux modes, le mode standard et le mode story. Donc ce qui diffère les deux, c'est que le mode story a des terrains qui sont beaucoup plus actifs, on peut interagir avec les terrains et ils ajoutent des effets. Et aussi on a des stratégies et des schémas qui sont différents. Sinon, la création de la partie se fait de la même chose que les standards. Donc en standard, on définit les éléments de terrain, la hauteur, s'ils sont dangereux, s'ils sont infranchissables, et ainsi de suite. On les place sur le terrain. On détermine la taille de la rencontre. Donc, ça va déterminer si on utilise un Ashman ou un Master comme leader de la rencontre et combien de soulstones on va avoir pour acheter son équipe. On annonce sa faction. Donc, une fois qu'on a déterminé la taille, on détermine le déploiement, qui peut être de différentes façons. Soit c'est deux bords parallèles et on se déploie dans ces deux bords-là. Soit c'est deux cercles en coin de table et on se déploie dans ce cercle-là. Soit c'est deux lignes en diagonale du terrain et on se déploie dans cet espace-là. Soit c'est en deux lignes parallèles dans la longueur, mais beaucoup plus proche. Le manowar est beaucoup plus léger. On vient beaucoup plus facilement en contact. On détermine la stratégie, donc c'est un tirage de cartes aléatoire et la stratégie est valable pour les deux joueurs. On détermine les schémas. Donc une fois qu'on a déterminé les schémas, c'est aussi aléatoire. Donc on a un schéma que tout le monde peut choisir. On a un schéma qui est donné par un tirage de cartes par un des deux joueurs, donc en fonction de la couleur et du nombre. Et un schéma qui est déterminé aussi par le tirage de l'autre joueur, donc là aussi en fonction de la couleur et de la valeur. Donc on peut avoir entre 3 et 5 schémas différents en fonction du tirage. Une fois que c'est fait, en fonction du nombre de soulstones, on achète ces figurines et ces augmentations. On laisse éventuellement quelques soulstones de côté pour utiliser en cours de partie. Une fois que c'est fait, chaque joueur va choisir parmi les schémas disponibles 2 schémas qu'il pourra utiliser pour tout ce qui est objectif et gagner les points de victoire. Donc les schémas sont soit visibles par tous, soit de façon cachée et on les révèle seulement en fin de partie, ou soit on a le choix, parfois le schéma laisse le choix au joueur de le révéler ou pas. Donc si on ne le révèle pas, on le joue normalement. Si on le révèle, on peut gagner des points de victoire supplémentaires, du fait que le joueur adverse sait maintenant quel schéma on a choisi. Une fois que les schémas ont été choisis par les deux joueurs, on déploie son équipe. Une fois que la partie est terminée, en fonction du nombre de points de victoire, on détermine le vainqueur ou non.